Les poètes voyagent, écrit Michaud en 1950, mais l'aventure du voyage ne les possède pas. Franz Hellens, qui était un auteur belge, son mentor, son instigateur en fait en écriture, évoque en 1929 un étrange jeune homme. Et il dit ceci: il est difficile de parler de lui parce qu'il ne se laisse prendre par aucun côté. Il s'échappe à lui-même, j'imagine, car je ne pense pas qu'il ait pris soin de s'organiser d'après des règles choisies. On a l'impression qu'il nous parle de l'écriture d'Équador. Donc en 27, pour Michaud, c'est l'année de la parution à la NRF de son premier recueil poétique, qui est Qui je fus, qu'il a renié très très vite, comme tous les textes antérieurs en 1927. Donc Équador, ça va être le premier texte reconnu, le premier texte que Michaud reconnaît comme le texte d'un écrivain. Donc, Georges l'a dit, il entreprend son voyage invité par Alfredo Brangotena, qui a rencontré chez Supervielle. Donc, Alfredo Brangotena, c'est un poète, Supervielle, c'est un poète. Michaud, il était babysitter chez Supervielle. Il babysitait les filles Supervielle. Mais dans Équador, à un moment, il y a l'histoire de faire du patin sur l'océan, qui est pour Françoise. C'est extra, j'adore ce texte. Et un jouet, là, un jouet pour la petite. C'est ça. Les filles Supervielle, elles ont gardé toute leur vie un souvenir absolument ébloui des séances de babysitting par Michaud. Alors, il y avait les journées jus d'orange, il y avait les journées où on reste dehors quelques temps qu'il fasse. C'est un babysitter de compétition. Bref, donc il l'a rencontré, ils se sont rencontrés là, Michaud, Supervielle et Brangotena, avec Supervielle. Ce sont trois poètes quand même. Et Alfredo, Michaud en dira qu'il est habité par le génie et le malheur. Et ils embarquent en décembre 27 pour l'Équateur. Et ils embarquent avec une bonne partie de la famille de Brangotena, dont Michaud ne dit absolument rien. Là, pendant le voyage, on a l'impression qu'il voyage avec des étrangers. Une sorte de façon... Voilà. Donc d'emblée, ce voyage, c'est une affaire de poètes, et ça ne concerne que les poètes. Les financiers, les grandes fortunes équatoriennes, c'est pas son problème. Alors, Georges l'a dit, Michaud il est parti invité par Brangotena. En fait, il n'avait rien d'autre à faire. Il n'avait pas un rond. Il voulait partir. Il habitait Paris à l'époque, quelques mois avant. Et il est reparti à Marseille, parce qu'il n'a rien à foutre à Paris. Il était correcteur chez CRA et Philippe Soupeau se rappelle Michaud comme un type qui lui mettait des virgules partout dans ses manuscrits. Donc il y a un mec qui met des virgules. Bon. Et il a la nostalgie de la mer. Il a la nostalgie de ce grand espace à la fois mobile et immobile. Se souvenir qu'il a été matelot sur le Victorieux. Il a sauté, par exemple, dans Plume, un certain Plume, il y a Plume Voyage, et Plume Voyage est fini dans la soute à péter du charbon. Et il garde un souvenir ému de cette camaraderie de bord. Il dit au retour à Rio, donc il connaît déjà la latine, au retour à Rio, l'équipage qui se plaint d'être mal nourri refuse de continuer et en bloc se fait porter malade. Par solidarité, donc c'est Michaud qui parle de lui à la troisième personne, c'est pas comme Delon, mais il quitte avec eux le beau navire, point de suspension, manquant aussi de la sorte le naufrage qui aura lieu 20 jours plus tard au sud de New York. Donc il y a des gags de prendre la mer ou pas prendre la mer. Bon. Et il tire de ce grand voyage en Équateur donc une relation Équador dont le titre est d'emblée trompeur. Parce que de l'Équateur, il ne sera plus question dans la deuxième partie du voyage. C'est un premier élément qui, à mon avis, nous éloigne en quelque sorte du réel pour nous rapprocher de l'atelier poétique. Bon, par ailleurs, Michaud n'aurait jamais dû entreprendre ce voyage. Son médecin lui a déconseillé, il était bradycarde, il avait quand même gros problèmes cardiaques. Et il se met au défi de triompher de ça. Il dit voilà, l'altitude du lieu est de 3000 mètres, qu'ils disent, est dangereux, qu'ils disent, pour le cœur, pour la respiration, pour l'estomac et pour le corps tout entier de l'étranger. Voilà. Donc Michaud en Équateur, c'est un paradoxe total. Et il manque d'y mourir, hein, évidemment. Il y a ce texte-là, Nausée où c'est la mort qui vient, je trouve un très très beau texte. Rends-toi mon cœur, nous avons assez lutté et que ma vie s'arrête. On n'a pas été des lâches, on a fait ce qu'on a pu.
Ça l'a pas empêché de continuer. Hein. Voilà. Bon, il est quand même mort à 85 ans. Ah, bon. Lui qui pensait qu'il serait aveugle à moins de 30 ans, ça va. Alors, moi je pense que prendre Michaud pour guide à Quito, c'est une curieuse idée, quand même. Bon, d'autant que le prendre pour guide un siècle plus tard, ça paraît compliquer un peu les choses. Moi, je n'avais pas du tout cette idée de Quito en lisant Ecuador. C'est quand Georges m'a envoyé le documentaire, je me disais, mais c'est génial. Alors Jean-Pierre, pour les besoins de sa biographie, donc il a fait le voyage sur les traces de Michaud, et il dit, il n'a pas retrouvé d'éléments factuels tellement de la ville de Quito. En revanche, ce qu'il a trouvé, c'est cette sensation d'étouffement. Bon, 3000 mètres d'altitude, c'est le genre de truc auquel je ne peux pas aller, moi. Les nuages, non parce que j'ai les mêmes problèmes que Michaud, cardiaque. Les nuages, les volcans, tout ça, ça ne marcherait pas. Et surtout, ce qui le gêne, c'est qu'il n'y a pas d'horizon. L'horizon, c'est cette ligne qui se déplace au fur et à mesure avec le regard. Et dans l'Équateur, il dit la première impression est terrible et proche du désespoir. L'horizon d'abord disparaît. La première impression, c'est qu'il n'y a pas d'horizon. C'est une drôle de façon de faire les choses. Et ça, cette sensation-là, ça va donner le texte au pays de la magie, la soustraction de l'horizon. Il y a un texte qui soustrait l'horizon au regard. Alors, de quoi se compose au fond une ville? Eh bien, de mobiles et d'immobiles. De ses habitants qui sont vivants, donc mobiles, et de ses immeubles qui sont, comme leur nom l'indique, immobiles. Or, Michaud dit « Ville, architecture que je vous hais ». Ça commence mal. Il ne parle pas des habitants, enfin bon. Et de fait, ni l'architecture, ni les habitants ne l'enchantent, c'est le moins qu'on puisse dire quand même, parce que pour lui, la ville est l'étouffement même. C'est pas une ville, c'est un étouffement. Il écrit « Il n'y a pas de rue à Quito, il n'y a que des salons ». Où l'on se salue excessivement avec force, démonstration d'affection collante, ça il déteste aussi. Il n'y a pas d'eau non plus qui coule dans cette ville. Donc la ville est une série de pièges statiques dans lesquels il est enfermé, qui va fuir Quito pour des chevauchées ou des pirogues invraisemblables avec les impôts. L'impression, en réalité, n'est pas propre à Quito. On va dire, ouais, non, il traite mal Quito. Non, c'est un truc chez lui. À chaque fois qu'il approche un lieu inconnu, soit un port ou une ville, ça ne va pas. Et il dit, quand il arrive à Guayaquil, tout à coup, on a mis le cap sur l'entrée du port, on est entouré à moins d'une encablure de toutes choses, et notre œil ne voit rien, et notre cerveau ne comprend rien. Il dit, mais non, on me prive de tout pendant 15 jours, puis en une minute, toute une ville se pousse contre moi, des maisons par centaines, des hangars, des cheminées, des constructions inconnues, je sais quoi encore, je sais qu'en faire. C'est exactement ce qu'il reprochait à Namur, à Bruxelles, à Paris, etc. Et qui se continuera à reprocher à toutes les villes du Maghreb. Donc, chaque expérience nouvelle dans une ville le déçoit. Et ça le déçoit à proportion qu'il avait rêvé d'autre chose, qu'il avait imaginé d'autre chose. Il a rêvé de Quito et il arrive, il est blasé. Pourquoi? Parce qu'il aspirait à une forme d'altérité et il se trouve coincé. Il veut sauver du solipsisme européen, il ne veut pas faire d'exotisme à la Loti, il déteste. Et donc, il se retrouve quand même coincé là-dedans. Et ce qui est étrange, ce qui est étranger, paradoxalement, lui semble au même moment entaché d'inauthenticité. Si ça a l'air tellement bizarre, c'est que c'est pas vrai. Mais attends, c'est le problème. Elle dit toute contrée étrangère paraît un peu mascarade. Il y a des détails qui travaillent de leur côté sans s'occuper de l'ensemble. Plus que drôle, ça semble voulu. Ici, les femmes indiennes ont une extraordinaire allure d'Amazone, voilà. Et vous rencontrez ainsi dans la journée des milliers d'Amazones. La foule a beau paraître ne pas étonnée, a beau ne pas paraître étonné, pardon, ça fait chiquer revue de musical. Chiquer entre guillemets, revue de musical entre guillemets. Et un peu plus loin, il dit ici comme partout, 999 999 spectacles mal foutus sur 1 million. Alors, ce qui lui manque, c'est que tout lui paraît à la fois bizarre et donc chiqué, et en même temps étriqué.
il traverse l'Atlantique, il arrive en Équateur et il arrive à Quito, il a fait de la voiture, et il a détesté le voyage jusqu'à Quito. Il dit, voilà, il arrive dans un village, petit village de Quito. Bon, quand on voit le documentaire, on se dit, pour un village, c'est quand même un peu désobligeant. Tu n'es pas pour moi, j'ai besoin de haine et d'envie, c'est ma santé, une grande ville qu'il me faut, une grande consommation d'envie. C'est dans le cas que je suis née trouée. Et alors, autant que la facticité de l'étrange lui saute au visage, la répétition monotone du même l'accable à Quito, comme partout ailleurs, dans ce qu'il appelle la planète petite, ce qu'il appellera plutôt la planète petite, qu'il dit rincé de son exotisme. Mêmes architectures, même visage humain. Quand il voit les Indiens c'est des hommes comme les autres. Hein. Il dit un Indien, un homme quoi? Un homme comme tous les autres, prudent, sans départ. C'est ça qui est génial, sans départ. Qui n'arrive à rien, petit jeu de mots là, Michaud quand même, hein, qui ne cherche pas, l'homme comme ça. Donc voilà, donc ces personnes vivent dans une ville qui est marquée par son passé et donc par son passif, ce qui est voilà, arrêté, colonial. Et il a l'impression de naviguer comme ça dans l'ipséité. Et les images qu'a montré Georges, ça m'a beaucoup plu parce que il croise des gens qu'il aurait pu croiser en Europe. Et ça, c'est ça. Et il est en proie à ce qu'il appelle très vite dans le voyage la crise de la dimension. Il espérait guérir de cette crise de la dimension sur cette planète petite en allant en Équateur. Et il dit, nous souffrons mortellement de la dimension, de l'avenir de la dimension dont nous sommes privés maintenant que nous avons fait à satiété le tour de la Terre. Il n'y a plus de surprise de la dimension. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, je veux dire, quand on arrive aux États-Unis, la courbure de la Terre n'est pas la même. Hein. Enfin non, mais c'est un truc... Et il dit, pour une ville, un esprit d'une certaine dimension ne peut avoir que haine. Ça veut dire quoi, un esprit d'une certaine dimension? Oui, il était grand, Michaud, d'accord, enfin... il était grand comme Supervielle qui souffrait de gigantisme poétique, c'est assez drôle. Donc il trouve à la fois, à Quito, il trouve pas assez d'Europe, ce qui fait paraître la ville complètement kitsch, et trop d'Europe. Il dit l'équatorien est, je cite, le moins américain de l'Amérique, le plus près de l'européen, modeste, réservé, donnant une impression de petit et de pas jeune. Voilà, c'est ça, pas jeune. Il y a trop et pas assez d'exotisme, il y a trop et pas assez d'Europe, il y a trop et pas assez d'Amérique. Enfin, c'est voilà, cette uniformité qu'il rencontre sur tous les continents est pour lui en réalité le malheur commun de l'homme du XXe siècle, enfin, le premier quart en l'occurrence. Il dit malédiction sur toute la Terre, sur toute la civilisation, sur tous les êtres, à la surface de toute planète. Tout le monde est rhabillé. Bon. Et il osera, ça je trouve ça très très fort de par la mauvaise foi de Michaud, parce que ça il est extraordinaire pour ça. Il va faire la moue devant le grand volcan Takaso, qui est quand même à plus de 4500 mètres. Hein. Et il entreprend l'ascension, il est cardiaque, il va y laisser sa peau, sa carcasse de poulet l'après-midi. Et résultat, face au cratère, il dit cratère, vraiment, nous avons coutume d'exiger un peu plus de sérieux. Qu'est-ce que cette valériante? Que vient faire ce riant ici? Puis il continue, sous forme d'un poème. Ce site pour pique-nique, ce printemps, on n'est pas venu chercher du printemps ici, on est venu chercher du volcan. Donc, mais ça c'est de la mauvaise foi pure, parce qu'il a eu la trouille de sa vie. Quand on voit les lettres qu'il envoie à Pollan, il dit non mais là je vais crever. Là c'est sûr, je reviens pas, mettez mon manuscrit dans un coffre, s'il n'est pas publié, protégez-le, mais je ne le lirai jamais. Enfin, bon. Donc en fait, ce qu'il faut c'est aller au-delà des remarques négatives de Michaud. Parce qu'il a quand même de quoi se satisfaire, il est drôlement content de son voyage. Georges a cité le moment où, quand il dit « quand je sens en moi une gêne », avec les Gangotena et tous leurs copains bling bling, là, je me rends dans le haut de la ville où habitent les indigènes. Il dit « les maisons de terre m'ont toujours beaucoup touché comme si des saints y habitaient ». Non, c'est juste les mecs qui n'ont pas les moyens.
elles donnent tranquillement leurs leçons d'humilité, ne sont ni prétentieuses ni ridicules. Au point qu'il reviendra à cette affaire-là de la cabane de l'Indien, une fois rentré en France et une fois qu'il reprend son texte pour en faire Equador. Ce qui est quand même vrai. Puis la sérénade de la rue l'amuse beaucoup, parce qu'il s'y intègre, c'est ça qui est assez drôle, c'est que les moments où Michaud dit du mal de la ville, il dit aussi ce que lui, il en attendrait sous la forme du on, de généralité vague, et puis même quand ça lui fait plaisir, il ne veut pas toujours dire que ça lui fait vraiment plaisir, donc il se réfugie derrière le on. Au début, il dit, vous voyez une vingtaine de grosses autos là, qui arrivent pour la sérénade, et il passe à l'indéfini qu'il inclut, on exhibe des certificats, c'est pas lui qui exhibe des certificats, c'est les gars qui font de la musique, avant de conclure, on est là sur le trottoir comme des gens qui attendent un miracle. Mais lui aussi il est sur le trottoir, lui aussi il attend un miracle, misérable miracle. Il attend un miracle de cette ville de l'autre côté du monde, miracle qui ne vient pas, qui ne viendra jamais d'ailleurs pour Michaud, nulle part. Nulle part et il y aura de miracle. Et donc, on peut se demander si la déception ne tiendrait pas moins à la vie qu'au voyageur qu'il est, qui est incapable de se projeter dans cet inconnu, qui aspire à cet inconnu mais qui est incapable de s'y projeter. C'est-à-dire qu'il plaque sur les maisons de Quito, il plaque l'architecture de Namur qui déteste, l'architecture de Bruxelles qui déteste, l'architecture de Paris dont il dit à peu près pas un mot, se contentant de déménager tous les 6 mois ou à peu près. Il dit une ville nouvelle, on n'arrive pas tout à fait à y croire, et si le passage au travers fut rapide, il n'en reste rien. Et l'on dit ce voyage a passé comme un rêve. Tour que nous joue l'exotisme. Pour moi, depuis bientôt 3 semaines que j'y suis, Quito ne me semble pas encore tout à fait réel. Avec cette espèce d'homogénéité et de naturel que possède une ville que nous connaissons bien, si divers que soient ses rares. Donc il dit, ce qui manque à un spectacle étranger, et je dis donc étrange, ce n'est jamais la grandeur, c'est la petitesse. Donc il est insatisfait, il se dira toujours déçu par le manque de sublime, autant que par celui d'infime. Examinons donc mes impressions tranquillement afin de savoir ce qui manque à Quito et sa région. Alors, on va faire un petit bilan, comme il dit. Il manque des charrettes à bras, des sapins et des fourmis. Pardon? Je suis sûre qu'il y a des fourmis à Quito, ça je suis formelle. Donc, les arbres des tropiques, les moustiques qui le bouffent jusqu'au trognon dans l'Amazonie. Après, oui, ça va être une autre expérience et qui va mettre à l'épreuve. Donc on a un vrai voyage et on se rend compte assez vite qu'on a un faux récit de voyage. La Quito qui nous est donnée, je ne sais pas si Quito c'est masculin ou féminin. Ah, je vais en parler tout à l'heure, justement. Ah, pardon. Okay, je ne dis rien. Non. Donc, Quito. Non, pour les équatoriens, c'est au féminin. Bon, alors je suis équatorienne nativement et involontairement. Donc, la Quito qui nous est donnée dans Équador, ressortie évidemment à une réécriture du réel, plus qu'à une description du réel. Il y a 43 occurrences de Quito, tu vois l'intérêt des concordances. Il y a 43 occurrences de Quito qui vont de arriver à Quito le 28 janvier à retour à Quito le lundi 12 mars. Et ça passe toute la ville par le crible d'une écriture qui est une écriture que moi je qualifie quand même de poétique. Par rapport aux lettres qu'il envoie à Pollan, qui sont déjà bien retravaillées, il y a les lettres à Pollan, il lui envoie aussi des morceaux de son journal de voyage, et puis Équador, c'est une troisième strate de l'écriture. C'est vraiment une réécriture. Il y a quand même 20 poèmes en vers libre pour un récit de voyage. Enfin, l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, j'ai pas vu qu'il y avait tant de poèmes que ça. Il y a des trucs complètement délirants, mais il n'y a pas de poèmes. Et puis, bon, c'est très 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 humoristique et de mauvaise foi, comme je vous l'ai dit, mais j'aime bien. Alors, qui dit journal de voyage dit théoriquement date et écriture sur le tas. Je pensais à ce que Ségalen avait fait de briques et tuiles pour composer son recueil Stèle. On voit vraiment la différence entre les deux. Ou même Feuille de route pour composer Équipé. Équipé qui serait plus proche de Équador que, évidemment, Stèle qui sont des poèmes. Et dans Équipé, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans Équipé et dans Équador, il y a ce même racisme latent
Dans Équipé, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a l'homme de bas, le chinois, le coulis, là, qui porte tout, qui est une espèce d'être dégénéré. Et puis chez Michaud, il y a les Indiens brachycéphales qui sont... Alors, Michaud, lui, il feint de nous donner les informations brutes au fur et à mesure du voyage. Bon, on a compris que tout avait été refait. Et il faut envoyer aux lettres. Il envoyait beaucoup de lettres à Paulhan, hein, à peu près 2 par semaine quand même. Il s'énervait parce que Paulhan ne répondait pas, mais le pauvre Paulhan, il n'avait pas que ça à faire d'écrire à Michaud tout le temps. Et il lui dit, c'est pour ça que là je vais citer le passage, le 12 mars 28, il écrit « Je vous prie instamment enfin c'est son journal, de le garder, s'il ne doit pas connaître les presses de votre imprimeur, qu'il ait l'abri au moins d'un bon tiroir solide et surveillé, et que lui soit épargné d'être porté disparu. » Michaud ? Bon. Donc c'est un journal recomposé. Et on est prévenu, on feint d'être supprimé, on est prévenu dès le début, il dit « Un homme qui ne sait ni tenir un journal ni voyager a composé ce journal de voyage. » Voilà, comme ça. Donc il propose une version inédite, c'est pas l'anti-journal de voyage, mais c'est une version inédite du journal de voyage canonique, et j'ai l'impression qu'il procède par dilution. Alors que le journal de voyage, c'est une sorte de synthèse des moments successifs. Michaud, il nous balade. Et c'est dilution du genre. Et ça, depuis qui je fus, on sait, avec un texte qui s'appelle L'époque des Illuminés, on sait en quelle piètre estime il tient les genres littéraires. Il dit les genres littéraires sont des ennemis qui ne vous ratent jamais si vous les avez ratés du premier coup. Donc se méfier des genres littéraires. Donc se méfier du genre du journal de voyage, évidemment. Et comme par hasard, c'est à Quito, la question de l'écriture ou pas de l'écriture, c'est à Quito qu'il a toutes ses réflexions sur l'écriture. C'est à Quito qu'il explique être un mauvais lecteur, alors mercredi 14 mars en ville. Je lis très mal, repoussant incessamment, avec haine, refus et mauvaise foi. Voilà, on avait des doutes, on n'en a plus. Et il écrit comme il lit, c'est-à-dire qu'il projette sur l'écriture de son journal de voyage sa haine, le refus, du refus, de la mauvaise foi, beaucoup d'humour évidemment, et il évoque une stratégie de sabotage du genre du journal. Alors, Jean-Pierre Martin avait écrit un article sur la lecture comme sabotage chez Michaud à partir de sa façon de lire dans Équador. Donc le sabotage du genre du journal de voyage, qui est aussi une façon de saboter le réel, enfin de se mettre à bonne distance du réel, c'est les poèmes, je vous ai dit un mot, il y a un poème quand même inséré au fur et à mesure, et puis le brouillage temporel et spatial. Parce que bien sûr il met des dates, et si on regarde un petit peu les dates de près, c'est une alternance absolument illogique et non prévisible de mentions très très précises et de mentions très vagues. Il dit voilà, à bord du Boscope en mer, puis après on a 4e jour de mer, 16 heures. Alors le jeudi 1er mars, c'est quand même formidable parce qu'il y a 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e, 10e, 11e heure. Puis après il y a une mention 12e heure. Puis après il y a heure 13e, heure 14e. Puis 15e heure. Après, il y a en mangeant. 17e heure. Non, mais bon. Il regroupe un certain nombre d'heures. Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous met pas je sais pas quoi, de 8h du matin à 4h de l'après-midi? En plus, il n'y a aucune indication. Ensuite, ce sont des réflexions plutôt d'ordre moral, ou de l'ordre de l'essai, que des points factuels. Donc, c'est quand même assez drôle. Et alors, le vague à l'inverse va toucher le premier voyage en pirogue. Alors là, il perd la notion du temps, il dit X jours après. X jours après. Et puis, un peu plus tard, bon. Donc il refuse de s'en tenir au calendrier officiel, basique, universel. Et il parle d'un anti-calendrier de la mer, ce qui est quand même assez mignon. Et le temps lui est une donnée interne intime. Alors là, je pense qu'il y a une question d'époque. Michaud, c'est un lecteur comme tous ses contemporains de Bergson, et Bergson a été le maître à penser de toute sa génération, enfin Proust y compris. Hein. Et c'est un lecteur de Bergson, et donc la temporalité interne, voilà, ça joue à fond. Et l'espace subit, à mon avis, un semblable jeu d'étirement et de resserrement.
De temps en temps, il nomme des lieux, il y a quelques informations, je ne sais pas trop quoi en faire. Puis après, il suppose que ces connaissances sont acquises. Donc, voilà, il parle d'autre chose. Où les lieux sont simplement nommés, espèce de poteau d'angle, hein, parce que le titre d'un de ces recueils d'aphorismes de 78, et on n'a plus de détails. Comme si on connaissait les lieux dont il parle. C'est ça qui m'avait frappé quand j'ai vu le film, parce qu'il dit, voilà, Quito, il y a la place, machin, il y a tel... Non, mais je vais regarder sur Wikipédia quand même, à quoi ressemblait Quito. Et le nom se substitue à la chose, c'est-à-dire la formulation, la mise en forme verbale, le dédouane en quelque sorte d'une évocation, d'une description plus précise. Et ça démonte à la fois les clichés sur les villes, et puis ça les renforce. Et par exemple, après sa descente en pirogue du Napo dans la forêt amazonienne, ce qui est quand même pas n'importe quoi, hein, il conclut par « l'Amazone n'est pas destinée à être vue ». Voilà, ou seulement par avion. Non, mais moi je l'ai fait en bateau, donc j'ai pas vu. Bon. Et il en va, à mon avis, de même de tout le voyage. Tu n'as rien vu à Quito si on s'appelait Duras et René, quoi. C'est un peu ça. Hein. Et au fond, alors, Quito, ça a été un choc. Pour Michaud, il fait semblant que non. Et s'il égare son lecteur sciemment, parce qu'il est malade quand même pas mal, c'est parce que lui aussi a perdu ses repères. C'est que malgré ses prétentions de voyageur blasé, je c'est bon, j'ai 28 ans, qui je fus, mais à 28 ans, il publie qui je fus. C'est-à-dire que ça y est, c'est un homme fait, c'est un homme fini. 85 ans. Donc il est obligé de renoncer à ses prétentions de voyageur blasé, rien ne me plaît. Et il se cherche aussi comme écrivain. Donc le brouillage pour le lecteur, c'est un brouillard dans lequel lui-même se trouve. Et donc là, Quito, plus qu'une ville géographique, sous sa plume, ça devient un laboratoire poétique. Et on le voit bien quand même dans Renseignement sur quelques années d'existence, qui est une espèce de petite biographie à la troisième personne qui donne à Bréchon, en 57. Le voyage en Équateur, il est résumé à une mention d'une année, 1927, un lieu, Quito, le Napo, l'Amazonie, il n'y a plus, disparu. Et ensuite, il n'est question, dans le corps la mention chronologique, que de Gangotena. Voyage d'un an en Équateur, c'est faux parce qu'il a fait autre chose que l'Équateur, avec chez Gangotena, poète habité par le génie et le malheur, je l'ai cité. Il meurt jeune et après lui ses poèmes, la plupart inédits, embrasés dans un incendie d'avion, disparaissent à jamais. Voilà, dans l'autobiographie de Michaud, ce qu'est Quito. C'est Gangotena, poète. Bon. Et l'année suivante, 1928, Paris. Entre les deux, il n'y a rien. Bon. Donc, invité par un poète, Michaud, il voyage finalement comme poète. Il va expérimenter plusieurs voies d'écriture. Il se met à l'épreuve, non seulement physiquement en allant faire le guignol dans les volcans alors que sa carcasse ne peut pas résister. Il voyage à la place de son ami Alfredo, qui lui est immobilisé, et il expérimente des tas de choses poétiques. Mais il les expérimente comme poète. Il a un double de Gangotena comme ami malade et voyage à sa place, mais aussi comme Gangotena poète. À tel point, ils sont tellement doubles l'un de l'autre que, genre je citais ce passage, on installe une chambre à Michaud avec une bibliothèque qui est la copie de la chambre d'Alfredo. Et Michaud, il dit non, on va voir que c'est pas ça qu'il veut. Et il va essayer, quand même, reconnaissant ses impressions de voyage qui sont très fortes, il va essayer de les transmettre. Et il tente d'abord la peinture. La peinture, c'est son premier mode d'expression. Michaud, il se définissait comme peintre plus que comme écrivain. Il a d'abord été peintre avant d'être écrivain, en réalité. Et il a gagné sa vie comme peintre, et pas tellement avec ses droits d'auteur. Hein. Tu sais, ça coûte cher, une encre de Michaud, mais c'est de la folie. Bon, c'est pire des dessins Miscarini. Oh ouais, non, c'est dingue. Hein. Bon, bref.
Et il dit, à un moment dans Equador, bas et bassement, je m'étais dit aujourd'hui, ce que tu as vu, tu pourrais encore le peindre en couleur. Mais le moi de moi n'a pas voulu, et sur la toile sont apparus mes larmes, des fantômes fidèles, qui ne sont de nulle part, ne connaissent rien de l'Équateur, ne se laisseraient pas faire. Allons, tout n'a point encore succombé. Comme c'est bizarre comme conclusion, tout n'a point encore succombé. C'est-à-dire que j'ai encore mes fantômes intérieurs, je ne suis pas bouffée par l'extérieur. Et ça, c'est un truc chez Michaud, le refus que l'extériorité entre dans l'intériorité. Donc, voilà. Alors, Jean-Pierre Martin dit que plus qu'une année de voyage, c'est une année d'écriture au pluriel. Donc, Equador, recueil autant que livre, témoigne. Propédeutique d'une pratique hétérodoxe de la poésie. Equador invite à des lectures croisées. Le premier livre, c'est le morceau que je prends de son livre, le premier livre de pérégrination est un laboratoire inattendu de l'autographie. Au lieu, par exemple, de la description attendue de Quito, une ville à l'autre bout du monde, que les Européens des années 20 et 30 ne connaissaient pas du tout, que ceux des 2025 ne connaissent pas davantage, Michaud, il dit son incompréhension et sa surprise en vers. Il arrive à Quito et il fait un poème. Bon. Il dit, voilà, là-bas, voyez, Quito, pourquoi me frappes-tu si fort en mon cœur? C'est l'altitude, mec. Nous allons chez des amis, on nous attend. Quito est derrière cette montagne. C'est une citation. Mais qu'y a-t-il derrière cette montagne? Quito est derrière cette montagne, mais que verrai-je derrière cette montagne? Et toujours ces Indiens, le faubourg, la gare, la banque centrale, la place San Francisco. Comme on tremble dans une auto, maintenant on est arrivé. Terminé. Sur l'arrivée à Quito, terminé. Oui, Bon. Autrement dit, ce qu'il faut lire dans cette façon de faire, c'est qu'il a moins une perspective de documentariste que de poète, et de poète sous les habits de l'étranger. Et moi, cet étranger-là, il me fait largement penser à Baudelaire, quand même. Hein. C'est dans le premier des petits poèmes en prose, l'étranger, autrement dit poète, qui se termine par « Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger, qui n'aime ni l'or, ni la gloire, ni sa famille, ni ses amis, ni personne. J'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. » L'altitude, je vous dis, elle est dangereuse pour tout le corps de l'étranger. Et puis, Michaud dit ceci, qui n'aiment pas les nuages, qui ne viennent pas à l'équateur, ce sont les chiens fidèles de la montagne, grands chiens fidèles, alors c'est pas des Danois, couronnent hautement l'horizon. Donc, son regard, c'est un regard qu'il biaise lui-même. Il biaise son propre regard sur son voyage pour en faire quelque chose une expérimentation poétique et existentielle, parce que chez Michaud, c'est jamais séparé. Le voyage en soi, décevant, serait un ratage. Il dit maintenant, au moment où il écrit, ma conviction est faite, ce voyage est une gaffe. Le voyage ne rend pas tant large que mondain, au courant, gobeur de l'intéressant côté primé, avec le stupide air de faire partie d'un jury de prix de beauté. Voilà ce que c'est que le voyage. Bon, mais malgré tout, le voyage serait moins décevant, alors que c'est quand même pertiné, que son écriture. Il dit, mais où est-il donc ce voyage? Il l'écrit à Poland et il l'écrit dans Equador. Donc la mise en forme poétique du voyage, s'il a publié finalement le livre, c'est que c'est pas tant une gaffe que ça. Donc il y a une sorte de pause, il mène sur place une double vie de voyageur et d'écrivain, tout en se défendant d'être un voyageur compétent et d'être un écrivain compétent. C'est pas de la fausse modestie chez Michaud, c'est vraiment, il se cherche comme écrivain. Et l'Équateur, c'est à tel point pas un récit de voyage en Équateur, la manière de repenser l'écriture, que ce qui devait se clôturer sur le débarquement au Havre, revient ensuite à la cabane de l'Indien, la cordillère des Andes et le zoo de Para. Comme si Michaud, en réalité, n'était pas parti véritablement de l'Équateur. Donc il n'était pas rentré véritablement à Paris. Il n'est pas rentré véritablement à Paris parce qu'il rentre comme écrivain. Il rentre comme écrivain et donc il va continuer à écrire. Donc Quito, c'est une espèce de muse assise sur le bord de la table qui l'aide à apprécier la distance entre le réel et cette mise en forme poétique du réel. Cette mise à distance du réel, et jamais son abolition, on l'a vu dans le texte, c'est un biais
Et en rhétorique, le biais, c'est l'autre nom de la métaphore, typiquement. Et donc, Michaud, il se sait barbare en Amérique comme il sera barbare en Asie 4 ans plus tard. Et la barbarie, c'est quand même une affaire de langage. C'est le bégaiement par lequel les Grecs, qui ne se prenaient pas pour n'importe qui, prétendaient que les autres étaient incapables d'articuler 300 compréhensibles. Autrement dit, l'Équateur, et c'est pour ça que le livre s'appelle Équador et pas l'Équateur et l'Amazonie, c'est que probablement plus qu'un pays, c'est cette ligne imaginaire de partage d'un hémisphère à l'autre. Et Quito, c'est le point pivot sur cette ligne imaginaire. Alors j'ai trouvé que la signification en langue indigène, c'était centre du monde. C'était trop bien ça. Cette ville de Quito, pivot, c'est un pivot aussi imaginaire. C'est une espèce de bascule entre l'Est et l'Ouest, et qui va correspondre chez Michaud, une oscillation constante entre des postures différentes d'écrivains. Il se cherche encore en 1929 quand il publie Équador, évidemment. Et Butor, dans les improvisations sur Henri Michaud, dit que la ville est à peu près à la même distance en altitude du niveau de la mer et de celui des plus hautes montagnes de l'État. Quito centre l'espace, l'organise et le distribue. Je pense que c'est ce que Michaud a trouvé aussi. Et ça centre aussi son espace intime et son rapport à l'écriture. C'est une espèce de balancier, on basculait d'un côté ou l'autre. Donc, déceptif peut-être, le voyage est quand même l'occasion inespérée de se parcourir, comme dit que c'est l'aventure d'être en vie, et de se forger une posture d'écrivain. Alors, il écrit beaucoup à Quito, alors qu'il est coincé, inactif et mondain. Il écrit beaucoup moins quand il s'enfonce en Amazonie. Paulan, il a eu un peu de répit là, parce que c'était plus de lettres par semaine qui arrivaient. Bon. La leçon et la conclusion tirée de Quito sont simples. Aucune contrée ne me plaît, dit-il. Voilà le voyageur que je suis. On construit bien de petites choses, mais les grandes, jamais. Jamais je n'ai vu une ville bien construite, rarement une colline, jamais un panorama parfait. Bon. Alors les architectes, ils ont tout foiré, faut le faire. Il faut que quelqu'un se mette à bâtir des choses cohérentes. C'est les poètes. C'est les poètes qui vont construire. Et les poètes vont construire en gardant de l'inachèvement en tout. Au début de passage, il y a cette mention de l'architecture au Japon, où il dit dans l'architecture japonaise, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui manque. Il faut qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait de l'inachèvement. Bon. Alors pourquoi Quito devient cette ville inspiratrice et cette réflexion sur la ville, sur les immeubles, sur les habitants, etc. C'est déjà parce qu'elle a un nom qui résonne en Michaud comme aucun autre. Bon, déjà, I.O., Quito, Michaud, tout va bien. Ah bah oui. Mais Michaud, il le dit clairement, dans le premier poème qu'il consacre à Quito, il fait rimer équateur et cœur. Bon, alors là, ça va, on a compris. Quito, le nom même de Quito lui donne à entendre une exigence qui sera la sienne jusqu'à la fin. Ne jamais se fixer, ne jamais se figer. Dans Potodin, il dit tu laisses quelqu'un, c'est doux, hein, je peux le tu laisses quelqu'un nager en toi, aménager en toi, faire du plâtre en toi. Et tu veux encore être toi-même? Bon. Donc s'il y a une ontologie michalcienne, parce qu'on dit michalcienne, pas michaudienne, merci, c'est un X à la fin, c'est bien dans le refus d'une noyau dur de l'identité, de la position acquise, presque au sens de position militaire. Se constituer, s'élabore perpétuellement. C'est une architecture intime en perpétuel renouvellement. Il dit d'ailleurs la mort cueillera un fruit encore vert. Et il ne faut pas arriver au noyau de son être. Alors petite mention pour Madeleine, qui n'est pas là, mais à Londres. Le dépli seul est important, dit-il, dans le voyage imaginaire au pays de la magie. En évoquant les 22 plis de la vie humaine sur lesquels Madeleine a beaucoup travaillé. Bon. Lorsqu'il dit que Quito manque de fourmis, ce qui est une aberration entomologique certaine, c'est pas seulement qu'elle aurait un déficit de petitesse, c'est qu'elle ne saurait, comme ville réelle, être
en soi un sujet poétique. Pour qu'elle devienne un sujet poétique, il faut une sorte de bascule, il faut une sorte pas de transfiguration, ça c'est un peu trop, hein, mais une sorte d'interprétation. Dans Renseignements sur 59 années d'existence, il associe combat de fourmis dans le jardin, découverte du dictionnaire. Donc les fourmis et les mots, c'est pareil. Ben, il faut que, voilà, on découvre les sciences exactes et au moment où on découvre le dictionnaire, une espèce de fourmilière de mots. S'il n'y a pas de fourmis à Quito, ça veut dire pour Michaud que la ville réelle n'est pas un vaste dictionnaire ou une vaste encyclopédie dans laquelle piocher pour écrire de la poésie. Il faut inventer une autre chose. Pourtant, c'est à Quito qu'il comprend qui il est ou qui il n'est pas, qui prend conscience de son identité, même si une identité instable, avec ce grand texte qui est « Je suis né troué », qui a un chef-d'œuvre absolu, enfin, ce grand poème est extraordinaire, et qui comprend qu'il va falloir se transformer Quito en objet poétique pour se transformer soi-même en écrivain. Il faut se souvenir que c'est chez Gangotena que Michaud a lu La Métamorphose de Kafka, et qu'il est devenu un aficionado de Kafka jusqu'à la fin de ses jours. Comme Kafka d'ailleurs, Michaud écrivait couché le matin. Très biographique dont tout le monde se fiche, mais c'est quand même amusant. Et comme la forme du pays d'Équateur est mouvante au gré des éruptions, des éboulements, des orages violents et renaît en quelque sorte autre à chaque événement climatique, il faut reconstruire à chaque événement climatique, à chaque éruption volcanique, Michaud se prend à renaître à un autre que celui qui a quitté la France. Et Quito lui aura au moins, en quelque sorte, lui aura au moins donné sa date de naissance comme écrivain. Équador, c'est le premier livre qu'il ne renie pas. Et après, il n'en reniera aucun. Donc il naît et se reconnaît comme écrivain à ses propres yeux à Quito, et grâce à Quito. Or, Michaud quitte tout pour Quito. Quand tu aimes, il faut partir, Sandra. Et Michaud est dans sa vie entière sujet au départ perpétuel, au déplacement ininterrompu. Il n'est que de se souvenir des titres de ses recueils, La nuit remue, Mouvement, Chemin cherché, chemin perdu, transgression, Déplacement, engagement, Face à ceux qui se dérobent, enfin, ça n'arrête pas, justement, ça n'arrête pas. Le voyage en grande caravane, etc. Bon. Et même dans, par exemple, le livre sur la drogue, L'infini turbulent, voilà, ça bouge, il faut que ça bouge. Le mouvement est associé chez lui à la vitesse qu'il tient pour la caractéristique du premier XXe siècle. Et il met la chose en équation, alors je ne montre pas l'équation, c'est V égale E sur T, égale vitesse, égale espace parcouru sur temps employé à le parcourir. Vous avez 1 heure. Et il ajoute une deuxième formule, parce que la première n'est pas très claire, on est d'accord. Émotivement, l'homme est devenu plus vite. Alors l'autre formule, c'est V égale E sur T, égale vitesse émotive, égale espace, champ d'émotion, temps employé à le parcourir. L'espace comme champ d'émotion, Michaud n'arrête pas de quitter les villes. Il dit en 1922, il dit Belgique définitivement quittée avant d'arriver à Paris, donc il retourne en Belgique, tout va bien. Et on se rend compte avec Quito, c'est la première fois qu'il en prend conscience, qu'il ne quitte jamais tout à fait les villes qu'il a traversées et qui l'ont traversées, et ça aussi. Donc il ne quittera jamais vraiment Namur, il ne quittera jamais vraiment Bruxelles, ni la Belgique, ni Paris, etc. etc. Et Quito, voilà. Or il est curieusement dans une dialectique à laquelle je me suis intéressée par ailleurs, du dedans et du dehors. Il dit avoir fait la boule pendant des années, il a refusé de faire entrer l'extérieur en soi, qu'il était anorexique à 4 ans, quand même, ce qui est un garçon un petit peu original, tout en aspirant constamment à sortir. Dans un texte qui est assez drôle, dans La vie dans les petits, je crois, c'est L'animal mange serrure. Il y a
un type avec un animal qui bouffe les serrures. Et je ne voulus pas faire alliance avec cet homme, je lui dis que moi, ce que je préférais dans la vie était de sortir. Sortir, échapper, et la vie de chien qu'il évoque dans la nuit remue, ça consiste autant à ne pas savoir lire. Lire, ça veut dire entrer dans l'univers d'un autre. Donc, non, surtout pas. Voilà. Et il avoue à lire avec mauvaise foi à Quito, qu'à sortir dans la rue pour agresser ses congénères. Alors, quand la famille de Gangotena lui propose une chambre avec une bibliothèque, alors là, c'est la fin de tout. C'est en quelque sorte pour ça qu'il accepte l'invitation du foule, les locaux, pour se lancer à folle vitesse dans la voiture, au risque de se casser le cou. Et il rêve de faire bouger ce qui est le moins susceptible de bouger dans une ville, à savoir les immeubles. Alors bien sûr, un tremblement de terre, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon, ça fait bouger les immeubles. Mais surtout, il se sent coincé à Quito comme un cancrelat sous une semelle, ça c'est dit dans le clip. Et à Quito même, il propose sur la ligne, que soit instauré sur la ligne de chemin de fer Paris-Versailles, enfin pas trop loin quand même, le cinéma plastique, les sculptures animées. Et on façonnerait dans le déblai ou en cire ou en terre des sculptures, une tous les mètres par exemple, elles se superposeraient à la vue, ébaucheraient des mouvements, agiraient, train sans arrêt animé d'une vitesse constante, etc. Bon. Yard commencerait à s'évanouir en chemin de fer, avec une note conclusive. Là on voit que Quito a basculé du côté poétique. Le principe de cela serait déjà dans les sculptures d'Angkor Wat. Si l'on passe devant à la course, elles se mettent à danser. Au présent, si l'on passe devant, il n'y est encore jamais allé. Donc c'est... Autrement dit, les villes le font rêver, au-delà ou en deçà de leur réalité géographique, mais elles font rêver à proportion qu'on peut les quitter. Donc il va quitter Quito, et bah oui, même si la ville est géologiquement conforme à cette esthétique du fluide que revendique Michaud, qui se dit dans le texte « Je suis bâti sur une colonne absente », l'architecture du vide, parce que la terre de l'équateur est friable, il arrive qu'elle s'ébranle, s'écroule. Or, dans Qui je fus déjà, il annonçait sa mort par chute. Toute ma vie, je tombe. Donc, Quito confirmant à Michaud qu'il n'aime rien tant que le mouvement et la diversité, ressortit à ces villes mouvantes. C'est l'exemple type de la ville mouvante qu'il appelait de ses voeux dans Qui je fus. Ville mouvante, au pluriel, c'est un texte, une sorte de nouvelle, petite nouvelle, dans laquelle des rues, des quartiers ou des villes entières partent à la dérive. Alors il y a des morceaux qui se séparent, et ce qui n'a pas sans quelques problèmes pratiques que Michaud n'élude pas, parce qu'il a toujours le sens pratique. Par exemple, l'eau douce, selon que vous partez avec la source, le milieu du fleuve ou l'aval des cours d'eau, vous faites comment? C'est compliqué. C'est compliqué à part que vous êtes en haut. Voilà. Et les villes sont comme des bateaux. Et il aspire à cette labilité de la matière, juste de la matière de la terre. Et cette labilité de la matière lui fait écrire un texte qui est un texte hybride, hétérogène, labile. D'ailleurs, c'est un livre inclassable. À l'échelle de la phrase comme du livre entier, Michaud multiplie les ruptures, les modifications d'instances d'énonciation, le je, le on, le il, le nous, on ne sait pas trop, les ruptures de ton, passe du familier au sarcastique, au lyrique, au franchement déclamatoire. On est dans une hybridité du genre, il y a des moments d'essai, une notion de relation ethnographique, du journal intime, du dialogue quasi épistolaire avec son lecteur ou substitut Paulan. Poème en prose, poème versifié, le petit conte du patinage sur l'océan. Là. Donc, bon, je ne vais pas faire un lieu, enfin pas ici le lieu des procédés exhaustifs, simplement constater l'extrême mutabilité de l'expression. Et la recherche à la fois de la saisie de l'instant, voilà, la surabondance des présents, par exemple, du mot présent, et ce qui deviendra un truc de Michaud, la modélisation adverbiale. Les variations, ça dit à la fois ça dit à la fois l'instabilité du sujet et son extraordinaire dynamique poétique. Donc, ville mouvante et écriture mouvante sont tout un. Quito le conforte dans cette propension au mouvement et surtout à la rupture. Il faut quitter Quito. Et il en parle un peu après dans
Amour, un texte de 1935 dans la Nuit Remue. J'ai un billet à la main, 17084, compagnie royale néerlandaise. Il n'y a qu'à suivre ce billet et l'on va en Équateur. Et demain, billet et moi, nous nous en allons. Nous partons pour cette ville de Quito au nom de Couteau. Je suis tout replié quand je songe à cela, et pourtant on me dira, bah, qu'elle parte avec vous. Mais oui, on ne vous demandait qu'un petit miracle, vous, là-haut, tas de fainéants, Dieu, archange, etc. Bon. Quito au nom de Couteau est propice à cette coupure des liens, à cette espèce de largage des amarres. Il laisse l'Europe, quitte l'Europe, mais il arrive à Quito. Mais arriver à Quito, c'est mourir. Donc il faut, à ce moment-là, repartir, il faut quitter Quito. On a l'impression que la boucle est sans fin. Après le périple amazonien, il revient à Quito, et puis il reviendra en Europe. Mais en réalité, c'est plutôt une spirale qu'un cercle. Les compléments apportés au journal de voyage sur la cabane de l'Indien, etc., disent assez que le petit miracle qu'il a demandé aux archanges, à Ruysbroek, à l'autre Réamon, qui ne se prenait pas pour n'importe qui, et d'autres, a eu lieu. C'est-à-dire que l'occasion lui a été donnée d'apprendre à se déprendre des attaches européennes, d'une certaine forme d'exotisme qui était à la mode dans les années 20, d'une fuite, apprendre la fuite dans l'ailleurs imaginaire, ce qui donnera les voyages imaginaires après. Et il fait un petit bilan à la fin du voyage, c'est un poème. J'ai fait à ma façon mon Narcisse, mais il y a longtemps que mon journal m'embête. Bon, ben, pourquoi tu le publies alors? Bon. Je reviens sans par-dessus, ça m'embête aussi. Avec une otite et sans savoir quoi faire, et ça m'embête aussi. Et il malmène un certain sentimentalisme de l'art européen auquel il ne veut pas appartenir. Pourtant, au terme du voyage, il reconnaît « Équateur, Équateur, j'ai pensé bien du mal de toi. Toutefois, quand on est prêt de s'en aller, Équateur, tu es tout de même un sacré pays. » Et ben oui, c'est-à-dire qu'il va découvrir que le voyage l'a changé quand même. Il a changé, et il a été changé un peu en Amazonie, mais surtout en Équateur. Donc lui qui n'a eu de cesse de déménager, de partir, d'abandonner ses mois antérieurs, ses qui je fus, il n'est pas un mois, il n'est pas 10 mois, il n'est pas 2 mois. Moi n'est qu'une position d'équilibre, une entre 1000 autres continuellement possible et toujours prête. Une moyenne de mois, un mouvement de foule. Bon, ça ressemble un peu à l'homme des foules de Edgar Poe via Baudelaire. Enfin, quittant Quito, Michaud repartira pour des grands voyages. Et il dira après dans La vie dans les plis en 72, je ne voyage plus, les voyages ne m'intéressent plus, ce qui est faux. On voit la différence entre le poète et l'homme. Parce que Micheline m'a dit qu'ils avaient fait plein de voyages dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. Voilà. Et donc la Quito de Michaud, c'est une Quito qui invente Michaud, enfin, qui fonde l'écrivain Michaud. Comme par hasard, c'est à partir d'Équateur et donc de Quito que Michaud renonce au Y un peu précieux qu'il avait mis à la fin de son prénom, qui s'appelait Henry Michaud. Il redevient Henri, même s'il n'aime pas son nom, piètre qualité inférieure. Et c'est un génie original qui s'assume comme tel. Et il assume cette diversité, et il assume d'être un écrivain un peu inclassable. Bon, bah, très bien. Je terminerai comme j'ai commencé avec le texte Les poètes voyage et avec France et Lens. Michaud écrit dans ce texte Les poètes voyage qui date des années 50. On l'attend encore, on l'attend à nouveau, le poème du vrai voyage et les poèmes de l'appel au voyage demeurent. Il me semble qu'au rebond de cette déclaration, Michaud a inventé le poème du vrai voyage, qui est fait de bribes, qui est fait de morceaux disparates, de départs, de chutes, une écriture à saut et à gambade, comme dirait Montaigne, un effilochage de ruptures syntaxiques, un joyeux mélange de tons, des loques, comme il le préconisait dans son poème Contre, en 1935. Je vous construirai une ville avec des loques, moi, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour. Je vous assoirai des forteresses écrasées et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, d'ailleurs les tremblements de terre, contre lesquels votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison. Je ne peux pas croire que Quito
son sol friable, ses éruptions volcaniques, ses tremblements de terre, son architecture même entre maisons coloniales et cabanes indigènes, n'ait pas été pour partie au moins le modèle auquel aspire le bâtisseur de mots qu'est Michaud dans le texte contre. Parce que Michaud est contre, toujours. Ce texte définit après coup la poétique à l'œuvre dans l'Équateur. Le mouvement des remous et secousses, et puis surtout le matériau de construction qui est des loques. Qu'est-ce que c'est les loques? C'est du tissu. La texture, c'est des textures, c'est du texte. C'est simple. Alors Michaud qui n'est pas un jeu de mots près, hein, parce que là, non, mais là, il est quand même redoutable. Il emploie le mot loque aussi comme variante de log, le discours. Le soliloque, c'est la parole solitaire, unique, poétique. Je vous construirai une ville avec de la poésie, moi. Je n'ai pas besoin d'architecte. Vous n'allez pas tenir debout. Une langue qui n'entre en dialogue qu'avec elle-même. Donc Michaud retisse, en quelque sorte, Quito en texte, avec doublure, hein, parce qu'il n'oublie jamais le réel, et le réel il est toujours là. Alors Franz Hellens, dans ses documents secrets, se rappelle Michaud, il dit « Revenu de la plus extraordinaire aventure de sa vie, l'Équateur, après une fugue sur l'Amazone, dans une simple pirogue, ce qu'il m'en conta de cette voix laconique, entrecoupée de silence où il y avait du large et de l'atmosphère, et le regard enfantin de ses yeux bleus, n'atteint peut-être pas à la précision des poèmes en prose d'Équador, hélas il a retenu que les poèmes dans l'Équador, son meilleur ouvrage, mais je m'en souviendrai longtemps comme de mes propres rêves. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et moi, je suis assez partante pour ne garder de Quito que les rêves de Michaud. Surtout que Georges nous a dit que c'est le pays le plus dangereux au Canada. Je crains de ne jamais aller à Quito. Je vous remercie. Désolée d'avoir été si